Bonjour tout le monde. Alors nous sommes ici réunis pour parler de l'exposition Tout un film, qui est une exposition qui normalement aurait dû avoir lieu pour l'édition du mois de mars 2020 de Drawing Now Art Fair à Paris. Donc a été déplacée au Drawing Lab cette année. Et nous sommes ici réunis en respectant la distanciation sociale réglementaire actuellement par Zoom pour parler de l'intervention de deux artistes plasticiens dans l'exposition, Elsa Vert et Mathieu Dufoy, et de la collaboration que nous avons faite avec la Cinémathèque française par le biais de Françoise Lemerige, qui est chargée du traitement des collections dessins et œuvres plastiques à la Cinémathèque française. Donc l'exposition Tout un film croise intervention cinéma et dessin contemporain, enfin, explore un petit peu les échanges possibles entre les deux. Et donc, je m'adresse tout d'abord à Françoise, je pense, pour éclaircir un petit peu cette question d'une collection de la Cinémathèque qui aurait des objets dessins et qui aurait des œuvres plastiques. Et donc, peut-être, j'inviterai Françoise à nous parler un petit peu de la collection et à nous expliquer un petit peu en quoi elle consiste, justement, lorsqu'il ne s'agit pas de celluloïd. Alors donc je vais dire deux mots sur la collection des dessins. Donc c'est une collection qui a été constituée à partir des années 30 par Henri Langlois, donc un des fondateurs de la Cinémathèque française. Et donc lui a l'idée, avant beaucoup d'autres finalement, de collecter ce qui est jeté par les techniciens de cinéma. Il a cette idée avant les autres, donc il récupère beaucoup de choses chez les techniciens, il rencontre beaucoup de gens, il a l'idée de s'entourer de personnes qui connaissent des personnes, il crée beaucoup de liens. Et de cette manière, en fait, il crée un très beau fond de dessin, donc majoritairement constitué de maquettes de décors, puisqu'il est très proche de Marie Merson, la femme de Lazare Merson, donc le célèbre décorateur initiateur du réalisme poétique. Donc Marie Merson lui donne toutes les archives de Lazare Merson. Également, il est très proche de Lotte Eisner, qui elle, connaît beaucoup de décorateurs allemands des années 20, et donc il l'envoie en Allemagne. Elle collecte une très très belle collection de dessins expressionnistes allemands. Et puis, il retrouve à la gare Montparnasse Georges Méliès, qui vend des jouets à la gare avec sa femme, Jeanne Dalcy, qui était une de ses actrices. Cette collection est majoritairement constituée de maquettes de décors, comme je l'ai dit, mais aussi de maquettes de costumes, de dessins pour la presse, de pavés de presse, de dessins humoristiques, ou de caricatures. Il y a une petite partie de maquettes d'affiches, puisque avant de faire, on dessinait les affiches, on les créait différemment d'aujourd'hui évidemment. Et puis, donc, une collection de dessins d'animation, dont on parlera, et ce qu'on appelle une collection d'œuvres plastiques, c'est-à-dire en fait d'œuvres entre guillemets, on peut le dire carrément d'artistes, donc qui ont quand même un lien avec le cinéma, donc ça veut dire que ça peut être lié à l'art cinétique, et puis ça peut être lié effectivement à l'animation, comme par exemple des œuvres de Léopold Survage ou de Hans Richter, qui ont exploré des domaines du mouvement en lien avec la musique aussi. Il y a des choses de Hegeling. Euh, donc on a toute une partie de dessins aussi qui ont été à la demande d'Henri Langlois finalement. Langlois était très proche des arts et donc il a par exemple demandé à Vasarely de faire des logos pour son musée. Donc en fait c'était un petit peu son objectif, c'était que les artistes travaillent pour lui aussi, créent des choses, enfin je veux dire, on réinvente rien. Voilà, donc cette partie d'œuvres plastiques est quand même assez importante, puisqu'il y a également aussi une œuvre de Alechinsky qu'il a créée à la gloire d'Henri Langlois. C'est-à-dire qu'il connaissait Langlois et Alechinsky crée une œuvre à sa gloire. Pour rebondir un petit peu sur cette présentation, je me demandais aussi si tout est répertorié, combien de pièces à peu près? Oui, l'émission de la Cinémathèque, donc c'est collecté, donc cette collecte a débuté dans les années 30. Elle a continué énormément depuis 2004, puisque la Cinémathèque s'est installée à Bercy et a créé un service des enrichissements. Donc on a beaucoup enrichi. Donc notre but, évidemment, c'est de conserver dans les meilleures conditions possibles, les conditions muséales, de restaurer.
et donc de cataloguer, comme tu dis, donc de faire un traitement documentaire sur ces œuvres. Et la collection des dessins est entièrement numérisée. Ça veut dire que chaque œuvre existe, elle est numérisée et elle est visible en salle de lecture de la bibliothèque du film, donc la bibliothèque de la Cinémathèque. Donc aujourd'hui, il y a 16 500 dessins qui sont numérisés et visibles en salle de lecture. On les conditionne, on les restaure, on les numérise, ils sont visibles en salle de lecture et à ce moment-là, on les valorise. Donc dans des expositions, des colloques, articles, etc. Et donc le travail avec Mathieu, c'était un peu de valoriser les œuvres autrement. Curieuse aussi de savoir quel est le type d'utilisation le plus récurrent de Oui. fait. Comment est-ce que des chercheurs, comment est-ce que vous-même à la Cinémathèque vous l'employez? Est-il sous-employé, suremployé? Y a-t-il un intérêt? Est-ce que les gens sont conscients aussi? Est-ce que les chercheurs Oui. et les artistes sont conscients de l'existence de ce fonds aussi? Alors, c'est une collection, tu as tout à fait raison de le souligner, qui est très peu connue. Il faut beaucoup, beaucoup travailler pour la valoriser. Les, ce qui se passe, c'est que c'est une collection qui est, depuis qu'on est à Bercy, de plus en plus visible, donc de plus en plus empruntée. C'est-à-dire qu'elle est empruntée dans le monde entier. Les œuvres voyagent partout. La difficulté, c'est que les expositions génèrent des publications. Les publications choisissent certains éléments, certaines images, et les personnes qui ensuite reviennent vers nous demandent ces images. Donc nous, en fait, notre travail, c'est de leur dire, il y a d'autres choses que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas remarquées, type de curiosité par rapport à ces œuvres, c'est-à-dire de se dire que ça peut autant intéresser des chercheurs qui vont avoir un point de vue théorique, un point de vue, qui vont faire parler les documents d'une autre manière. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le lien continuel. Dès qu'un réalisateur de films d'animation, par exemple, entre en contact avec nous, l'idée, c'est de dire, bah oui, tiens, on va pouvoir aller vers de la recherche théorique. Je pense justement à Sébastien Lodenbach. Il y a 3-4 étudiants qui s'intéressent à son fond. On va montrer les choses à Drawing Now. Et je pense qu'il y a encore d'autres personnes qui peuvent s'en emparer à un autre niveau. Donc Mathieu, toi, tu as fait un grand plongeon dans la collection. Et Mhm. on est sorti avec un dessin d'Alexandre Troner. Déjà, j'avais rencontré, le fruit du hasard, j'avais rencontré Françoise un peu avant que le projet de l'exposition tout un film nous a été proposé. On avait été invité avec Françoise à l'université de Toulouse pour un colloque sur le thème de la fabrique de l'animation. Donc, moi, j'étais venu pour présenter mon travail, donc surtout en profiter pour montrer qu'à partir d'un dessin, d'une série de dessins, j'ai pu commencer à m'aventurer vers le cinéma expérimental et le cinéma d'animation à partir de création de maquettes et comment à partir de ces petits théâtres, de ces volumes en papier, comment j'ai pu commencer dans ce cas à m'amener vers le cinéma, vers la vidéo, vers l'image en mouvement. Et Françoise était présente et on a discuté ensemble. Et justement, ça a été pour moi un très grand plaisir de la rencontrer parce que la Cinémathèque, c'est un lieu que je fréquente. J'essaie d'y aller le plus souvent possible quand je suis à Paris pour les expositions surtout. Et surtout avoir la chance de pouvoir rentrer dans toute cette richesse, dans toute la collection de la Cinémathèque. Et et Françoise m'a dit, ce serait bien que tu profites de cette rencontre avec moi pour pouvoir essayer d'entamer un projet. Donc, sur quoi c'est toi qui commences à me proposer, voilà, on va dire le germe. Et je lui avais fait part de mon envie de travailler à partir des films inexistants ou des films vraiment la limite de l'oubli. Et un jour, Françoise me dit, tiens, regarde, j'ai retrouvé un dessin de Alexandre Troner du film de Marcel Carné. Et elle me dit, j'ai pensé à toi parce que dans l'ambiance, toi qui aimes les lieux assez forts, imprégnés de mémoire, un peu entre ambiance de ruine, ben voilà. Donc elle a tout de suite pensé à moi et j'ai eu un coup de cœur pour le dessin. C'est un film qui a nourri beaucoup de fantasmes parce qu'on ne sait véritablement pas la raison pour laquelle Marcel Carné et Jacques Prévert, qui a écrit le scénario, pourquoi ce film a mis autant de mal, pourquoi il a eu autant de difficultés. Est-ce que les bobines sont effectivement trouvables ou pas? On dit que Marcel Carné aurait brûlé les bobines.
pour décrire ce dessin, c'est en fait la cour d'un pénitencier. La fleur de l'âge met en scène justement un groupe d'enfants dans un bagne pour adolescents. Et ce sont donc en fait des enfants qui vont vouloir s'échapper et fuir. C'est tiré d'une histoire vraie à Belle-Île, où des policiers, les villageois, ont fait une chasse à l'enfant. Voilà. Et donc, c'était une histoire qui a bouleversé Carnet et Prévert. Et donc, ils ont écrit à la base un texte, je crois, qui s'intitulait La chasse à l'enfant. Et la difficulté de produire ce film, c'est justement que la politique française a tout fait pour que le film n'ait pas lieu. Ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, Prévert et Marcel Carnet, quand ils ont visité le pénitencier, le directeur de prison a interdit Troner, donc le scénographe, de prendre des photos et même de faire des croquis, des dessins directement à l'intérieur. Donc c'est une fois la visite faite qu'il a tout de suite pris un papier et des crayons. Donc il y a aussi l'histoire de comment essayer de noter très très vite mes souvenirs de ce lieu-là. Donc déjà, projet, le dessin, il y a vraiment une naissance, le germe est lié au dessin et par la suite, il n'en reste qu'un dessin. Et ce que j'en ai fait après par la suite, c'est aussi une autre manière d'amener le dessin autrement par le volume, par l'image animée. Mais voilà, donc à partir de là, on a beaucoup échangé avec Françoise. J'ai été la voir plusieurs fois à la Cinémathèque et j'ai pu, dans ce cas, découvrir non pas que des images, des photographies, mais également les échanges entre Prévert, Carnet, les storyboards, pas les storyboards, pardon, le scénario. Donc il y a eu plusieurs aussi versions du scénario et je me suis beaucoup axé justement sur toutes les scènes qui ont lieu dans ce bâtiment. C'est intéressant, à la lecture du scénario, on a des images fantômes qui apparaissent. Et la confrontation qu'on peut faire avec le dessin de Troner, voilà, il y a vraiment une richesse qui a pu se déployer. Pourquoi est-ce que justement, en ayant accès à une collection d'œuvres réalisées, de dessins existants, pourquoi est-ce que ton vecteur créatif était plutôt axé vers ce qui n'était pas réalisé ou ce qui n'a pas été visible pour les spectateurs? Il y a une émotion très forte c'est presque une sorte de manière de faire résister un film, une œuvre à l'existence, au présent. Voilà. C'est toujours le moment où un élément commence à sombrer dans l'oubli, que pour moi, ça devient intéressant d'essayer de le maintenir, mais non pas par nostalgie, c'est certainement pas, mais pour essayer de voir comment une image résiste dans le temps, la survivance de l'image, justement. Le travail d'Elsa Vert est un travail plutôt que je qualifierais de dessin conceptuel, d'art conceptuel en général, mais bon, pour certains projets, il y a une partie de dessin qui est employée dans son côté plus élémentaire et plus en rapport avec le langage. Et donc, le fait d'avoir invité Elsa, c'était justement d'aller vers les processus narratifs, d'aller plutôt vers les processus, justement, peut-être pas forcément narratifs, mais de proposer un rapport différent et un petit peu plus distancié par rapport au médium cinéma qui tient beaucoup justement à l'image et à l'image figurale. Et donc Elsa, je voulais tout d'abord te demander si tu te considères un peu une parasite dans ce projet et si tu pouvais aussi nous décrire un petit peu le projet voilà, qui est intégré dans l'exposition Tout un film. Ouais. Oui, bah effectivement, c'est un projet c'est une œuvre assez très discrète, un peu qui parasite un peu l'espace, à côté de laquelle on peut presque passer aussi sans la voir, mais ça fait partie de sa conception. Donc c'est un projet qui existe en français et en anglais, mais je pense que dans au Drawing Lab, la version française sera présentée. C'est une œuvre qui s'appelle Vanishing Point ou Point de fuite en français. Et donc, en fait, c'est un projet qui consiste c'est une inscription qui est faite au mur à l'aide d'un tampon encreur. Et cette inscription contient la mention point de fuite avec une petite croix en dessous. Et ces marques au mur, que je mets au mur, sont présentes un petit peu à la fois partout dans l'espace, puisqu'elles peuvent être
peut y en avoir au bas d'un mur, il peut même y en avoir derrière certaines des œuvres qui sont accrochées. Elles peuvent être présentes aussi à certains endroits, elles peuvent être en plus grande densité, mais c'est vraiment une œuvre qui s'adapte aussi et qui se reconfigure à chaque fois qu'elle est montrée en fonction de l'espace. C'est une pièce qui est assez abstraite, enfin assez conceptuelle, dans le sens où le point de fuite, c'est un point imaginaire, c'est un point qui n'existe pas en fait. C'est un point qui est utilisé par les dessinateurs quand ils font une représentation de l'espace ou quand ils veulent faire une représentation en perspective, entre guillemets, donc représenter l'espace sur une surface plane, la surface de la feuille par exemple, là en l'occurrence, ou du mur. Et donc c'est un point, un point imaginaire que moi en fait je donne à voir, et je ne donne que ça à voir. Je le rends visible, et pour le coup il n'y a pas de représentation, d'autres représentations, puisque la représentation c'est l'espace réel dans lequel ce point de fuite se déploie, entre guillemets. Et il y a aussi un autre petit jeu autour du point de fuite, c'est qu'en fait, on peut faire des dessins à 1 point de fuite, 2 points de fuite, 3 points de fuite, mais au-delà de 3, bon, il y a aussi des dessins à 4 points de fuite, mais c'est déjà très particulier comme type de dessin. Et en fait, au-delà de 3 à 4 points de fuite, c'est une abstraction. On peut plus, la représentation de l'espace n'est plus réaliste, n'est plus... Voilà, donc le fait aussi d'en accumuler, c'est en même temps annuler la possibilité d'une représentation, et en même temps ça ouvre vers une infinité de dessins que le spectateur peut imaginer et a, entre guillemets, à chercher dans sa déambulation de l'espace. En voyant le X, j'ai tout de suite pensé à cet X qu'on utilise beaucoup quand on tourne au cinéma pour le placement des acteurs, pour que les acteurs sachent où s'arrêter. Donc il y a aussi une espèce de, comment dire, il y a une appropriation de ma part en tant que curateur de l'œuvre, et je l'ai un petit peu tiré vers une thématique qui justement croisait dessin et cinéma. Est-ce que c'est quelque chose que tu attends par rapport à des curateurs ou des spectateurs, ces rapports un petit peu inattendus, ou est-ce que tu as plutôt une idée assez précise de l'œuvre et tu préfères plutôt tirer le spectateur vers le dessin? En fait, ouais, j'aime assez bien cette idée que l'œuvre peut être investie et remplie, parce que effectivement, c'est une œuvre à minima. C'est vraiment le dessin dans son expression la plus rudimentaire. Mais donc, potentiellement, on peut y mettre du coup beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça m'intéresse qu'elle soit un petit peu que des gens se la réapproprient, et notamment que ce soit des commissaires ou des spectateurs, enfin chacun à sa place, ou même d'autres artistes, pourquoi pas. Et là, dans le contexte de cette exposition autour du cinéma, ce que je trouvais vraiment intéressant, qui est une idée à laquelle j'ai pu penser, mais je ne dirais pas que je l'avais plaquée sur cette œuvre, mais je pense que ça pourrait ouvrir là-dessus, c'est de l'associer au film d'évasion, par exemple. Puisque le point de fuite, par exemple dans les films d'évasion, qui est un genre, quoi, je pense, au cinéma, ou la figure du prisonnier, quoi, qui est entre 4 murs, il cherche à s'évader, il cherche un point de fuite. Donc il cherche à créer un trou dans le mur d'une certaine façon, même du hors-la-loi, quoi, de transgresser la règle, puisque le point de fuite, c'est une règle. Par rapport à la perspective, par rapport au dessin. C'est une pièce qui revendique aussi une très grande économie de moyens, qui est faite à partir d'un tampon qui permet de dupliquer. En fait, ça annule quasiment le geste du dessinateur aussi. C'est-à-dire que je relègue le dessin à un objet qui duplique, quoi. Juste, et finalement, la place de l'artiste, elle n'est pas tant dans la... Comment dire ? Il n'y a pas aucune prouesse technique dans ce dessin, il n'est pas dans la séduction. J'aimerais beaucoup avoir, Françoise, ta perspective justement par rapport à cette collaboration avec Mathieu, et puis par rapport à la façon dont vous accueillez à la Cinémathèque les artistes justement, et comment tu fais ces recherches de cette collection qui sinon resterait elle aussi prisonnière en fait des murs de la Cinémathèque. En fait, ce que disait Elsa déjà m'inspirait beaucoup de choses par rapport à Trôneur. Enfin, il y a des vrais liens avec Trôneur, parce que finalement, Trôneur, c'était donc évidemment un décorateur, mais je pense avant tout un peintre. Et dans ces maquettes de décors, ces fameux documents qu'on appelle les maquettes de décors, en fait, qui sont des dessins d'ambiance, qui justement servent à représenter l'espace d'une manière, j'allais dire, lisible pour quelqu'un qui ne saurait pas lire un plan, voir comment les choses peuvent s'organiser par rapport justement à ce fameux point de fuite. Enfin, je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait, Trôneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup revisité finalement d'une certaine manière ses dessins, puisqu'il les refaisait après.
Bon, il est aussi connu pour ça. Et en fait, on avait fait parler des décorateurs. On avait fait une petite exposition avec Jacques Hérol en 2014 sur les chefs déco. Et on avait fait parler notamment William Abello. On avait montré à des décorateurs qui travaillent aujourd'hui des dessins de décorateurs qui travaillaient avant. Et donc, on avait demandé à ce qu'ils réagissent sur ces dessins. Et donc, on leur avait montré un dessin de Trôner, puisque bon, il est très connu aussi. Et William Abello avait dit, mais quelqu'un comme ça qui voit ce dessin, il ne sait pas comment il va le faire, le décor. Parce que finalement, Trôner, il se donne le droit de faire son style. Quand on regarde les dessins de Trôner, on connaît très bien son style. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a presque un rapport à une œuvre esthétique qu'on pourrait voir en tant qu'œuvre à part entière. Finalement, c'est un petit peu son objectif à Trôner, en revisitant, en redessinant. Et donc, c'était cette espèce de, justement, quand Elsa disait qu'elle ne voulait pas séduire, alors lui, si, hein, Trôner, il y a justement ce côté, cette accroche, en fait, visuelle, où bon, il se fait quand même plaisir, je pense, quelque part. Et enfin, non, donc, dans ce que disait Elsa, oui, il y avait beaucoup de choses, je trouve, c'est un très bon choix de ta part, quoi, d'avoir. Ça n'a pas du tout rien à voir. Je trouve effectivement les liens sont, quand elle explique son travail, parce que je ne connaissais pas du tout Elsa, c'est vraiment hyper intéressant, au contraire, de se dire que justement il y a ce lien entre la pensée, le mouvement, l'espace. Enfin... Quand on parle de la scénographie, des décors, Françoise emploie le mot invisible. Et puis avoir entendu Elsa surtout, et surtout comment si par rapport à sa description de la pièce, comment si je la vois, ça me fait aussi beaucoup penser enfin, je ne sais pas Elsa si tu l'as vu ce film de Lars von Trier qui est Dogville, où justement il met en scène une ville qui n'existe pas, qui ne tient juste que par voilà, un morceau de bois, un bout de scotch, même le dessin d'un chien à la craie, et pourtant qui aboie. Donc, comme si tu vois presque un scénographe aurait fait un brouillon, un croquis d'une ville, et directement le cinéaste va construire exactement ce brouillon-là. Et pourtant, il est extrêmement concret, même quand il y a un claquement de porte d'une porte invisible, bah, pourtant on se la prend quand même en pleine face. Et c'est vrai que je pense, j'aurais vu ta pièce avant de t'entendre la décrire, je pense que je me serais peut-être dit, tiens, ces points-là, ça doit amener une sorte d'architecture invisible auquel, voilà, il y a, enfin, ça laisse vraiment plusieurs possibilités de regarder et d'analyser ta pièce en tout cas. Ceux qui sont plutôt de l'école d'avoir des images représentatives du monde tel qu'on le connaît, tel qu'on le perçoit de nos yeux, sont très intéressés par des processus assez abstraits du dessin, de la compréhension de l'espace à travers le dessin. Et puis, de l'autre côté, Elsa fait référence au film d'évasion, donc tout en faisant un travail qui lui-même soustrait l'image et la tourne à l'envers et finalement la transforme en langage, en action aussi, parce que c'est une chose que je voulais préciser aussi, c'est que la raison pour laquelle je parle de conceptualisme en ce qui concerne l'œuvre d'Elsa, c'est justement que l'idée est prépondérante et puis finalement le jeu entre l'idée et l'espace que l'art conceptuel arrive à établir est assez magique. C'est un peu de l'ordre de la magie. C'est en parallèle avec la magie du cinéma, mais c'est une magie autre aussi, mais il y a quelque chose d'assez fantastique qui se produit dans ces processus-là. Alors j'ai une question un peu générale, justement, qui est la question du dessin comme façon de penser l'espace. On en a tous un petit peu parlé, on a tous un petit peu abordé cette question, très stimulée par l'intervention d'Elsa notamment. Et donc, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, mais comment pensez-vous la façon dont le cinéma et le dessin peuvent interagir, ou en tout cas l'image, mouvement et le dessin peuvent s'informer l'un et l'autre? Si je devais répondre à ta question, je me pose la question de savoir dans ce cas à quel moment je suis passé voilà, de l'image fixe à l'image en mouvement. Et je pense que au début, quand je faisais beaucoup de séries de dessins, donc des images fixes, là où le cinéma a chamboulé ces dessins-là, c'est la présence du son. J'avais une envie à un moment d'intégrer le son. Il suffirait, tu vois, dans un espace, je ne sais pas, une forêt en pleine nuit avec deux corps, donc figés, tu mets le son, je ne sais pas, d'une voiture qui passe hors champ, d'un seul coup, cette sonorité crée du mouvement. Voilà, on sent déjà que ce n'est plus une image figée, mais qu'il y a un hors champ, donc ça crée du mouvement.
Et par la suite, dans ce cas, si on parle de hors-champ, dans ce cas, on a envie de casser ce cadre, cet obstacle. Et dans ce cas, moi, l'outil qui m'a été, dans ce cas, utile, c'était la caméra. Voilà, parce qu'à partir de là, on brise le cadre et puis on commence à s'aventurer à l'intérieur même de l'image. Donc, je te dirais que plus c'était vraiment la matière sonore qui m'a peut-être amené au dessin, au cinéma. Est-ce que tu as envie de... Enfin, déjà, je suis assez curieuse de savoir si tu penses jamais en termes de cinéma et si tu voudrais peut-être mener la conversation sur le rapport entre langage, espace et tes différentes interventions. Par exemple, dans mon travail, en fait, le dessin est assez présent, mais pas nécessairement un dessin avec un crayon, une feuille de papier. En fait, par exemple, sur un drapeau, et encore une fois, un dessin réduit à son strict minimum, c'est-à-dire que c'est une ligne rouge sur un fond blanc. Et là, toutes les possibilités aléatoires, le dessin est fait et défait, entre guillemets, en permanence par l'action du vent. Donc finalement, je délègue le dessin à quelqu'un d'autre, enfin à l'aléatoire, en tout cas au vent, et qui va fabriquer en permanence un dessin qui se reconstruit sous nos yeux, quoi. Et effectivement, ensuite, il y a deux autres éléments dans cette pièce. C'est déjà l'objet assez symbolique du drapeau, quoi, qui n'est pas du tout neutre, et le titre. Et donc là, c'est l'importance que j'accorde dans mon travail au langage, au titre des pièces, qui est le titre de ce travail, c'est Unpredictable Border. Donc effectivement, ça, à partir d'un geste extrêmement simple et de quelque chose qui pourrait paraître très abstrait, finalement, l'œuvre va résonner quand on connaît son titre. On va tout de suite l'associer, un petit peu comme pour Vanishing Point, on va l'associer à une multitude de choses qui ne sont pas forcément visibles ou dites au premier abord quand on voit l'œuvre. Par rapport à la place du spectateur, je pense que ce qui est intéressant, c'est dans certaines œuvres de dessin, etc., c'est d'utiliser le dessin comme certains peuvent utiliser la sculpture ou l'installation et travailler de façon aussi immersive, quoi. C'est-à-dire se dire qu'un spectateur ou un visiteur qui va voir du dessin peut être tout aussi dans un environnement tout aussi immersif et complètement environné par le dessin qu'en regardant un film, en fait, ou en étant dans une installation sonore. Françoise, est-ce qu'on a une perception justement dans la collection de cet aspect un peu de networking d'un dessin qui connecte les points pour faire un film, finalement, pour aboutir à un film? On a des storyboards aussi dans les collections qui sont aussi aux archives. Mais ces documents-là, ils sont justement quand même faits pour totalement mettre à plat le film du début à la fin. À la base, c'est quand même pour chiffrer, en fait, c'est une technique américaine. L'idée, c'est de savoir combien ça va coûter. Donc, en fait, on dessine absolument tous les plans, du début à la fin. Logiquement, les plans sont cadrés de la même manière qu'au final. Enfin, donc, tout est extrêmement précis. C'est-à-dire qu'on va voir les accessoires, les acteurs qui devront être à l'image, dans quel lieu on va devoir être. Et donc, ça, il y a quelque chose, justement, de... Là, pour le coup, c'est vraiment le rapport de la pensée qui est inscrit sur quelque chose pour aller dans l'espace et qui va après être en mouvement, puisqu'on a affaire à un film. C'est une notion de... C'est une BD qui va être animée, quoi. Il y a quelque chose d'effectivement... dans les notions que tu mettais en avant, qui est complètement... ça peut vraiment répondre à cette question. Après, on est dans quelque chose de complètement contractuel. On n'est pas dans quelque chose de créatif, entre guillemets. Là, pour le coup, c'est vrai que les storyboarders, il y a des gens qui sont uniquement storyboarders. Ils ne sont pas dans la création, ils sont vraiment dans l'illustration. Ils n'ont rien à... ils n'ont rien à prouver. Il faut qu'ils soient justes. Je pensais aux œuvres de Jodorowsky qui sont aussi dans l'exposition, oui, qui sont des œuvres qui sont complètement satellites. Alors là, pour le coup, oui, voilà, on est complètement dans la... Mais ça ne me faisait pas forcément penser à ce qui avait été dit avant, c'est pour ça que ça ne m'est pas venu. Mais effectivement, Jodorowsky, là, pour le coup, c'est une création pure en tant que telle, enfin, c'est ce qu'il nous a répondu d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec son cinéma. Mais effectivement, c'est quand même lié à son univers. Moi, pour moi, ça me fait beaucoup penser à l'art brut, et on a quand même aussi dans nos collections, j'en ai pas parlé tout à l'heure, des éléments qui sont liés à l'art brut. On a des dessins d'Aloïs Corbaz, ce qui est quand même
Oui, on n'en avait jamais parlé. Alors oui, en fait, c'est ça qui était extraordinaire, c'est que Langlois, il s'est entouré, il était très proche d'un monsieur qui s'appelait Enrico Fulchignoni, qui travaillait pour l'UNESCO. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, Fulchignoni a participé à un film dans les années 50 qui s'appelait Images de fou, en fait, qui était censé documenter, enfin, qui était censé faire un film autour de la première exposition d'art brut qui avait eu lieu à Sainte-Anne. Et on pense qu'il aurait récupéré des dessins à ce moment-là et qu'il les aurait donnés à Langlois. Et moi, ces dessins, j'ai ouvert la chemise en 2004, il y avait écrit «Dessin de fou» sur ces documents. J'ai ouvert, il y avait des dessins d'Aloïs Corbaz qui avaient été, pour certains d'entre eux, filmés, enfin qui étaient dans ce film. Là, je fais un résumé très très court parce que je n'ai pas trouvé en 2 secondes. La collection a du coup des éléments qui font partie finalement d'éléments qui ont été filmés, liés à l'art brut, moi qui me font penser un peu à ce qu'a fait Jodorowsky avec ce petit bonhomme en papier mâché. Et il y a d'autres choses dans les fonds qui, pour moi, qui sont très art brut, qui sont des dessins pour de l'animation d'ailleurs, d'une dame qui s'appelle Amina Bielinska, qui travaille pays de l'Est. Et parfois, il y a des éléments, effectivement, qui n'ont pas forcément vocation de faire penser à l'art brut, mais enfin, qui, moi, je trouve, sont vraiment liés. Ouais. Bon, je pensais aussi à la question de la matière du cinéma, en fait. La question qu'on perd quand on regarde un film. On ne pense pas du tout que les films ont été tournés dans un espace réel, dans des décors, et puis finalement qu'ils existent sur du celluloïd et que l'animation en particulier et le dessin d'animation en particulier enfin, en tout cas dans une certaine période, je pense évidemment à Grimaud, dont on parlera maintenant, il y a un support tout à fait extraordinaire pour ces dessins justement et qui a un destin assez tragique. Effectivement, Henri Langlois, très tôt, il s'est intéressé à l'animation aussi, ce cher Henri Langlois. Et donc, il a collecté énormément de dessins liés au cinéma d'animation, beaucoup des pays de l'Est. Je pense en lien avec Marie Merson, qui était originaire d'un pays de l'Est, je crois qu'elle était russe, il me semble. Donc, il a récupéré énormément donc aussi de dessins sur support celluloïde. Donc, quand on fait un dessin animé, la dernière image est peinte sur un support en plastique. Et ces supports en plastique, dans le temps, ont quand même des chances de pas survivre, puisque finalement, le plastique est malgré tout une matière biodégradable. Enfin, j'ai fini par l'apprendre, ça ne m'a pas arrangé. Et donc, en fait, tous ces fonds se sont quand même plus ou moins abîmés. Donc, depuis ces dernières années, on cherche des solutions. C'est ce qui m'a menée à Los Angeles l'an dernier. Donc, les gens de Walt Disney se sont beaucoup posé la question parce que ils ont un fonds, Walt Disney appelait ça la morgue, en fait, de Walt Disney, parce que oui, tous ces dessins s'effritaient les uns après les autres. Donc l'idée, c'est qu'à terme, en fait, les plastifiants qui sont dans le support sortent, exudent. Et au bout d'un moment, on a des efflorescences qui apparaissent, c'est un petit peu comme de la neige, c'est très beau d'ailleurs esthétiquement, et ça finit par se partir en miettes. Et là, donc, dans l'exposition Tout un film, Johanna a choisi de montrer des dessins de Grimaud qui ont été faits pour La Bergère et le Ramoneur, donc la première version du Roi et l'Oiseau. Donc la production s'était faite en Angleterre, à Londres, et c'est une personne en fait qui a retrouvé ces éléments très certainement dans une poubelle à Londres, et ces éléments ont été rapportés au British Film Institute, donc c'est des gens qu'on connaît bien, et donc ces gens nous les ont confiés, donc ils font partie maintenant de nos collections, et donc on a 35 celluloïdes de La Bergère et le Ramoneur, donc qui pour nous sont très précieux puisque c'est historiquement pour nous des éléments très importants, mais qui sont dans un état absolument abominable, qui ont complètement gondolé. Alors la peinture est restée colle, est bien restée dessus puisque ça a été fait à l'huile, très bizarrement. En général, c'était fait avec des matières à l'eau, donc ça ne tenait pas sur le plastique. Donc là, ça a tenu, donc le dessin est très très fin. Ça, c'est très très beau parce qu'en fait, c'est un trait qui date des années 50 maintenant. Mais donc le support est en train de se détruire. Donc on te les a montrés on te les prête dans des tables, dans des petites boîtes spéciales.
du charbon actif qui absorbe tous les gaz polluants de ces documents. Donc, en fait, ça, c'est très important pour nous de les sauvegarder puisque c'est le dernier élément qui est montré dans le film. Donc, ça veut dire que pour nous, ça a une valeur aussi documentaire parce que quand Mathieu disait, moi, j'ai envie de travailler sur des films qui n'ont pas abouti ou il y a aussi énormément de films qui ont disparu. Il peut y avoir aussi des scènes qui ont été coupées, comme Mathieu le disait aussi, et où il nous reste des éléments. On a des dessins d'ailleurs comme ça pour Apocalypse Now, on a des dessins d'Aurore Clément qui ont été coupés au montage par exemple. Et bon, pour les films d'animation, justement pour venir à Grimaud, dans les fonds, on a par exemple un celluloïd, un seul, en couleur. Et le fils de Paul Grimaud, il s'appelle Henri Grimaud, avait dit « Mais c'est formidable que vous ayez ça, parce que ce film, il n'y a qu'une version noir et blanc qui existe aujourd'hui. Donc un jour, si on veut retrouver les couleurs, on peut venir se référer à ce document. » Donc en fait, tous ces éléments qui sont en train de partir en miettes, on a vraiment à cœur de les préserver parce qu'ils peuvent servir documentairement pour des scènes manquantes, des films disparus, etc. Je suis assez curieuse de savoir ce que vous regardez comme film, justement, ou est-ce qu'il y a un cinéma, enfin Mathieu, tu en as déjà un petit peu parlé, mais je serais assez curieuse de savoir quel est ton cinéma de référence. Est-ce que tu as des références justement pour toi dans ton dessin qui t'ont influencé? Est-ce que c'est tout simplement une question d'aller vers la narration, d'aller vers certains types de narration dans le cinéma qui pourraient t'inspirer? Et est-ce que tu crées de la narration et des personnages pour ton travail, notamment pour tes maquettes? C'est pas évident à citer quelques noms, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il n'y a pas... J'aime absolument tous les genres cinématographiques, de toutes les périodes confondues. Si j'avais vraiment à te citer des périodes ou quelques cinéastes, je te dirais par exemple les films muets, les premiers films sont pour moi les plus beaux. Jean Epstein, Murnau, donc je pense que c'était le choc esthétique en tout cas. Je pense que cette lumière caravagesque, ce noir, cette texture, je pense que voilà, j'ai jamais pu réussir à tenir une caméra, donc pour être cinéaste, ça va être dur. Donc je suis dessinateur et c'est vrai que quand je vois les films muets, les films de Dreyer, je vois vraiment la texture du dessin. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et si j'avais à te citer un cinéaste, je te dirais Alain Resnais. Pourquoi Resnais? Parce que pour la complexité de ses films, la complexité de ses scénarios, de ses mises en scène, et surtout, c'est avec son chef décorateur François. Jacques Saulnier, merci Françoise. Il montre en plus, il montre la création, il montre ses images et la création de ces images. C'est-à-dire, tu vois tout le travail, le faux décor. Il montre vraiment les ficelles de son œuvre, quoi. Donc et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire à la fois tu peux regarder un film de René en suivant vraiment purement la narration, ou alors tu fais abstraction à ça et tu regardes toutes les tromperies, les duperies qui est le langage du cinéma et ça en devient hyper passionnant. Donc voilà, donc je te citerai René. Ensuite, pour répondre à tes questions par rapport à la narration, c'est en boucle en fait, c'est-à-dire avant de commencer un dessin ou une maquette, je pense à un petit noyau de narration, mais pas plus pour surtout pas être engouffré là-dessus. Et après, je l'oublie totalement. Et un autre coup, ça peut être absolument l'inverse, ou ça peut être vraiment juste au niveau de la composition. Parce que ce qui est le plus plaisant pour moi, c'est pas tant l'acte de dessiner, mais c'est de composer. Et c'est effectivement intéressant de laisser vraiment libre cours à l'instant où tu places un personnage perdu dans un espace, qu'il soit blanc ou noir. D'un seul coup, il se passe quoi quand tu mets un autre personnage qui a le genou un peu plié dans le début d'action? Donc là, il commence à avoir une narration qui se fait. Mais surtout, et je pense que c'est ce que j'ai pu faire avec mes films, effectivement, je démarre peut-être d'une narration, mais je fais tout ensuite pour la démolir et l'exploser, pour ensuite laisser vraiment, que ce soit presque vraiment les éléments et le dessin qui puissent vivre sans moi. Et dans ce cas, c'est là où c'est intéressant, c'est un moment où tu ne contrôles plus rien et que le dialecte du dessin commence à s'exprimer par lui-même. Donc ça, c'est... Voilà. Je pense qu'il y a une compatibilité entre l'envie de raconter des histoires parce que j'aime ça et à la fois, tu t'emprisonnes vraiment, vraiment. Donc c'est pour ça que c'est très dur d'écrire mon synopsis et le storyboard parce que c'est castrateur vraiment, je pense. Vraiment. Enfin, du moins pour moi. Alors c'est vrai que moi, je vais être
je suis plus dans mon élément, tu vois, dans un musée ou pour te citer des œuvres, par exemple, de dessin. C'est vrai que des œuvres, quand on parlait entre guillemets de dessin conceptuel, ou des œuvres en tout cas qui ont, je peux t'en citer, et j'ai quelques idées aussi en cinéma. Mais c'est vrai, peut-être c'est bien si on en parle, tu vois, par exemple, je pensais aux cartes, par exemple, de Art and Language. Tu vois, la carte qui est d'ailleurs inspirée de Alice au Pays des Merveilles, ou les Measurements de Mel Buckner, par exemple. Même des choses, je ne sais pas si on pourrait appeler ça du dessin, mais tu vois, par exemple, les tracés de I Went sur les cartes d'Onkawara. On pourrait presque lire ça comme comme du dessin, ou des interventions de Peter Dansbro ou de Fred Sandbach. Donc ça, c'est, disons, des choses dans lesquelles, voilà, avec lesquelles je me sens plus à l'aise et que je manie plus facilement. Mais sinon, en cinéma, c'est vrai que je m'intéresse pas mal à des cinéastes expérimentaux. Par exemple, Robert Brier, c'est quelqu'un dont je regarde le travail, que j'aime beaucoup, aussi peut-être parce qu'il était sur plusieurs supports, enfin qu'il a travaillé aussi avec plusieurs supports. McLaren, ouais, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Tout à l'heure, François citait Hans Richter avec son film Rhythmus. Là, c'est vrai que c'est des choses aussi qui sont très anciennes, mais qui m'ont marqué quand je les ai découvertes. Après, je vais aussi regarder des choses, oui, des courts-métrages de Zwang Meyer aussi. Alors, c'est assez éloigné de mon travail, mais c'est vrai que c'est des choses qui me nourrissent aussi peut-être pour ça, parce qu'elles sont vraiment un peu à l'opposé ou un contrepoint, et que, des choses comme ça, par exemple. Et la question de la narration, qu'est-ce que tu en fais justement? Est-ce que c'est une utile pour toi, ou est-ce que, un peu comme pour Mathieu, est-ce que tu sens que c'est plutôt un enfermement? Par exemple, quand je rattachais au début Vanishing Point avec l'idée d'un film d'évasion, là, c'est une narration qui est libératrice de pouvoir faire ces liens-là. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai au moment où je fais la pièce. Pour être honnête, j'avais pas forcément. Enfin, c'est quelque chose que je formule, mais peut-être un peu plus après coup, ou qui va me permettre de rebondir sur d'autres idées d'œuvre. Donc, c'est nourrissant, et en même temps en gardant une certaine distance aussi, pour pas que ça devienne un enfermement. C'est que, en fait, pour toi, tu n'as pas une fascination particulière envers un médium, c'est plutôt l'idée qui va te guider vers tel ou tel mode d'expression. Je dirais même que la question de médium est peut-être un petit peu problématique pour ton travail, ou tu ne penserais pas au cinéma en tant que tel, j'imagine. C'est vrai que je suis très attachée à je vois ça vraiment comme une liberté, et je pense qu'on a encore plus aujourd'hui, parce qu'on a effectivement beaucoup de moyens à notre disposition, quoi, en tant qu'artiste, que ce soit au niveau de la production. On peut produire beaucoup de choses seul, avec peu de moyens, etc. Et je suis vraiment assez attachée à cette liberté de se dire que finalement, tout est possible. C'est un vrai plaisir de passer ce petit moment avec vous. À très vite à Paris.